Bonsoir les crépinotes. Afin de, j'espère, vous faire plaisir et pour répondre au petit sondage, ce soir, je vous propose des threads d'horreur. J'ai donc sélectionné un témoignage glaçant sur une rencontre avec un individu peu recommandable, mais également une autre histoire. J'avais prévu un troisième témoignage, mais je m'aperçois que finalement, retranscrire les témoignages n'est pas aussi simple que je l'aurais pensé. Surtout avec la seconde histoire, et je pense que vous me comprendrez quand vous la découvrirez. Je n'ai pas pu vérifier la véracité vraiment de ces histoires, mais j'ai pu, pour une d'entre elles, faire assez facilement le rapprochement avec une histoire connue. C'est une histoire qui se passe en Suisse, et l'autre se déroule dans le sud de la France. Et je ne suis pas une chaîne de true crime, ce ne sera donc que des témoignages, et puis je ne souhaite pas non plus faire du prosélytisme de meurtrier. Sur ce, je vous laisse avec les histoires. Une soirée au cimetière. J'ai vécu des choses qui m'ont traumatisée et j'ai vraiment besoin d'en parler. J'étais au collège à cette époque, cela fait vraiment longtemps car j'ai 20 ans maintenant. Je vivais dans un petit village du sud de la France, en Provence. Je pense que toutes les personnes qui vivent dans les villages savent qu'il y a des fêtes de village. Un soir où il y avait la fête de la musique, tous les parents étaient au bar pour s'amuser et mes amis et moi avions été autorisés à rester un peu plus tard dans le village. Nous étions un grand groupe d'amis dont les seules filles étaient mon amie d'enfance Cassie et moi. Cela contribuait à rassurer nos parents de nous savoir accompagnés par 5 copains. Cassie vivait un peu à l'extérieur du village, en face d'un cimetière. Vous pouvez sentir la connerie ? Elle était censée revenir à 22h30, mais comme elle était la plus jeune du groupe, nous étions tous censés la ramener à la maison, sauf que les garçons avaient clairement la flemme, alors je me suis proposée. Quand nous sommes arrivés dans sa rue, elle s'est arrêtée et m'a dit qu'elle voulait aller voir Clara au cimetière. Clara est une de nos amies d'enfance qui est morte dans un accident l'année dernière. Elle a donc été enterrée dans le cimetière en face de la maison de Cassie. Personnellement, j'étais un peu réticente à l'idée d'aller dans un cimetière à 22h30, au milieu de la nuit, sans éclairage public ni téléphone, à l'époque où nos parents ne donnaient pas de téléphone aux enfants. Elle m'a pris par les sentiments en me parlant de notre amie décédée et je l'ai suivie. Le cimetière était comme un labyrinthe et à chaque coin il y avait de très grands sapins. Le portail était énorme pour entrer et très rouillé, donc il grinçait beaucoup. Nous sommes allés au fond à gauche du cimetière pour voir la tombe de notre amie. Et il n'y avait qu'un seul lampadaire dans tout le cimetière qui était allumé. Il faut dire également que derrière le cimetière, il y a une très grande forêt très sombre. En fait, c'est pas l'endroit idéal pour passer une soirée. En tout cas, pour passer une soirée sans flipper. Cassie était concentrée sur la tombe, mais j'avais vraiment peur et je regardais tout autour de nous. Mais mes yeux se sont arrêtés sur le sol lorsque j'ai vu une très grande ombre de forme humaine venant de derrière l'arbre, juste à notre droite. J'ai clairement commencé à paniquer, mais je n'arrivais rien à dire par peur, et j'ai juste fixé cette ombre. Cassie, elle n'a rien remarqué, et l'ombre ne bougeait pas. Nous ne pouvions clairement pas voir si quelqu'un se cachait ou non derrière l'arbre. La chose que je ne comprenais pas, c'était que si la personne était entrée après nous, nous l'aurions forcément entendue avec le grincement du portail. Et la deuxième chose était que le sol était couvert de gravier. Donc si quelqu'un s'était approché, nous aurions entendu ses pas. Mais il n'y avait rien du tout, aucun bruit. Cassie s'est tournée vers moi et m'a souri pour me dire qu'on pouvait y aller. Mais elle s'est arrêtée quand elle a vu mon regard et a tourné la tête vers l'ombre. Je n'ai jamais vu quelqu'un changer d'expression aussi vite. Elle n'a pas pu garder son calme et a crié de surprise. L'ombre a bougé, mais nous n'avons pas entendu de mouvement dans le gravier. Et dès que j'ai vu l'ombre bouger, j'ai attrapé Cassie par le bras
et j'ai couru avec elle jusqu'au portail. À ma grande surprise, le portail était fermé, ce qui signifiait que personne n'était entré après nous parce que nous l'avions refermé. Je l'ai ouvert et nous sommes sortis en courant. En même temps, nous avons croisé les garçons. Cassie a commencé à pleurer et je me suis mis en colère contre eux parce que je pensais qu'ils nous faisaient une blague. Mais j'ai vu dans leurs yeux qu'ils ne comprenaient rien. Nous avons déposé Cassie chez elle, toute traumatisée, et bien sûr, les parents nous ont engueulés. Sur le chemin du retour, j'ai tout expliqué aux garçons qui m'ont prise pour une folle. Ils m'ont évidemment pas cru. Arrivé chez moi, j'ai tout raconté à mes parents qui ont reconnu que les garçons étaient restés avec les adultes. Et bien sûr, ils ne m'ont pas cru. Alors bon, on savait que c'était pas les garçons, mais alors quoi? Depuis ce jour, je ne suis jamais retournée dans ce cimetière, et Cassie, elle, prétend que rien ne s'est passé. Mais je n'oublierai jamais cette ombre qui avait une forme humaine, et je me poserai toujours la question de savoir si c'était quelqu'un ou autre chose. Nous sommes donc au printemps, fin 80. Julien a alors 14 ans, et dans son village, les rumeurs vont bon train. Lui ne s'en préoccupe pas plus que ça, pourtant il sent bien que l'atmosphère est tendue. Les adultes discutent beaucoup, mais pas seulement. Les mises en garde habituelles, comme ne pas suivre un étranger, ont tendance à être martelées plus qu'à l'ordinaire. Certains sont plus précis, indiquant que tout pousse à croire qu'un sadique sévirait dans le coin. Julien écrit ceci. Ma mère insistait pour que je sois particulièrement prudent. Elle me disait qu'il y avait un sadique dans la région et qu'il était possible qu'il soit dans le coin et de ne jamais suivre un inconnu. Notre professeur principal nous mettait également en garde. Tous les mercredis, Julien devait aller à ses leçons de musique. Les cours étaient donnés dans un petit local situé à côté d'une usine, pas très loin de sa maison, ce qui fait qu'il y allait à pied. Pour s'y rendre, il suffisait d'emprunter la rue principale, puis de remonter un petit chemin de quelques dizaines de mètres. Mais ce jour-là, lorsqu'il arrive sur le chemin vers l'usine, il aperçoit une voiture. Et, quand il arrive au fond du chemin, cette voiture grise s'arrête. Un homme en sort et ouvre la porte arrière. Julien se souvient avoir trouvé qu'il avait, passez-moi l'expression, une sale gueule. L'homme lui adresse alors la parole et lui demande « Où vas-tu, mon petit ?» Julien hésite et lui dit « À ma leçon de musique ». C'est à ce moment-là qu'il remarque l'expression sur le visage de cet inconnu qui lui propose de monter en voiture pour l'amener à sa leçon. Julien repense tout de suite à ce que sa mère et son professeur lui répètent régulièrement depuis quelque temps. Et il refuse poliment. Mais le mec reste là, immobile à le fixer. Toujours debout à côté de la voiture avec la portière arrière ouverte. Quelques secondes passent et l'homme lui repropose de monter. Mais Julien n'avance pas et voilà ce qu'il écrit. Il continue de me regarder, il reste là et me regarde. Puis il finit par me dire « Bon, comme tu veux, si tu veux pas, tant pis pour toi, c'est dommage. » Puis il remonte dans sa voiture, démarre et part aussitôt. J'ai trouvé ça bizarre car il est vraiment rare qu'une voiture s'arrête à cet endroit. Et son attitude était étrange. Et j'ai remarqué ça alors que je n'avais que 14 ans. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il se rendra compte de ce à quoi il a échappé. Le lendemain, un élève disparaît et il sera malheureusement retrouvé mort un peu plus tard, brûlé, dans la forêt. Le tueur avait tué de nombreux gamins et il courait toujours. Il s'est fait finalement attraper par la police grâce à une de ses victimes qu'il avait laissée pour morte. Aujourd'hui, il est encore en prison à vie. Julien finit en nous disant qu'en racontant cela 30 ans plus tard, il se rend compte de la chance qu'il a eue et qu'il a bien fait d'écouter sa mère et son professeur, car sinon il ne serait probablement pas là pour nous apporter son témoignage.
Eh bien les amis, pour moi je trouve qu'il m'a été bien plus difficile de faire cet audio et de vous raconter ces témoignages que de faire mes crépis ordinaires. La réalité est si sombre, je trouve ça bien plus dérangeant et perturbant que les histoires fictives. Je ne pense pas pouvoir faire trop souvent de threads d'horreur. En tout cas, pas qui touchent des enfants. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Enfin un taf tranquille. J'ai trouvé le taf de rêve. Ça va me changer de la dernière fois. Je vais me régaler. 2 mois dans cette magnifique demeure sur cette superbe île. Le jackpot. Franchement, qui pourrait rêver mieux comme boulot? Je vais être payé pour garder une somptueuse villa de maître située sur une île privée. Alors, qui dit mieux? Bon, là tout de suite, c'est pas vraiment le pied vu que j'ai le mal de mer et que bien évidemment, pour rejoindre l'île, il faut prendre un bateau. Et il est pas bien gros. En même temps, c'est bien normal, c'est juste pour me déposer. Alors du coup, ça bouge pas mal. Je crois que je vais finir par renvoyer. Oh, ça bouge. Ah, j'aperçois l'île. Allez, vite. Oh, ça fait du bien de retrouver la terre ferme. Waouh, la vache. C'est encore plus beau que ce que je pensais. Par contre, ça a l'air plus vieux aussi. Ah, le bateau est déjà reparti. Il a fait vite. Bon, heureusement, en même temps, s'il veut pas être pris dans la tempête qui arrive. Alors, voyons un peu ce qui m'attend. L'île n'a pas l'air bien grande. Je vais rapidement poser mon sac ou ça. Bon, bah là, voilà, ça fera l'affaire. Et je vais tout de suite faire le tour de l'île. Ce côté est, disons, le côté plage. Une belle plage de sable blanc façon carte postale. Je vois un peu plus loin qu'il y a carrément un terrain de tennis. Sympa. Et derrière, j'aperçois l'espace piscine avec, on dirait, des statues. C'est curieux. Bon, ben, j'irai voir après. Parce que je vois un truc encore plus intéressant. Oui, c'est bien ça. Il y a carrément un labyrinthe là-bas, c'est trop bien. J'ai toujours eu envie d'aller dans un labyrinthe. Bon allez, je vais rentrer m'installer et je vais vite revenir voir ça. Oh, mais c'est vrai, on m'a aussi parlé d'un enclos avec des animaux. Où est-il? C'est curieux, je le vois pas. Il y a peut-être eu une erreur ou un malentendu à ce sujet, bon, c'est pas grave. Je vais aller voir la maison. Waouh, cette demeure! C'est immense! Le sol est en marbre. La hauteur sous plafond est dingue. C'est hallucinant. Le hall est gigantesque. Je comprends mieux pourquoi ils souhaitent avoir quelqu'un sur place. Sans gardien, n'importe qui pourrait venir piller et ce serait vraiment dommage. Tiens, on m'avait pas prévenu qu'il n'y avait pas l'électricité dans toutes les pièces. Sûrement pour faire des économies. Ça va pas être pratique pour le tour de nuit. J'espère au moins qu'il y a une bonne lampe de poche avec un gros stock de piles. Alors, mais vraiment, la baraque, elle est superbe. Je suis trop contente, ça va être génial. Même sans électricité, ça reste super. Tant que le frigo fonctionne. Bon alors, il est 18h. Je crois que je vais aller tester la piscine et ensuite j'essaierai le labyrinthe. Ah, ok. Je m'attendais pas du tout à ça. La piscine extérieure est verte. Totalement verte. Un vert hyper foncé d'ailleurs. Limite noir, c'est curieux. Ça doit être à cause du fond. C'est glauque. Tant pis. En même temps, elle est pas vraiment accueillante et je trouve qu'avec ces statues tout autour, c'est un peu curieux. J'aime pas vraiment l'ambiance. Avec un peu de chance, la piscine intérieure, elle, est en fonction. Car oui, il y a une piscine intérieure. C'est trop la classe de baraque. C'était quoi? Alors il y a bien des animaux alors. Je vois rien. Trop bizarre. Je retourne à l'intérieur d'ailleurs, il commence à pleuvoir. Tant pis, j'essaierai le labyrinthe demain.
De toute façon, il va falloir que j'envoie un premier rapport à 19h, je crois. Alors, il faut que je trouve la zone qui m'est dédiée. Normalement, à l'arrière de la maison, je dois avoir une dépendance. Ah, la voilà. Je vais poser ma valise et aller faire un tour complet de la maison. C'est dommage que je connaisse pas vraiment son histoire. En fait, on m'a dit que très peu de choses. Mais j'y reviendrai sûrement plus tard. Alors, c'est tellement grand que je ne sais même pas par où commencer. Surtout que tout ce qu'on m'a demandé, c'est de faire un premier rapport sur l'état général de la maison et du jardin. C'est déjà un peu bizarre, à croire qu'ils savent pas ce qu'ils possèdent, mais je pense que c'est un genre de test, peut-être pour être sûr que je suis une personne fiable. Après, je dois faire un pointage dans la maison à 00h30. C'est vraiment une drôle d'heure, je sais pas à quoi y penser. Mais bon, je suis pas une couche-tôt, donc c'est pas un souci. Pour ça, si j'ai bien compris, je dois pointer au niveau des portes et puis envoyer un message de contrôle depuis la salle de contrôle de la maison pour dire que tout est OK. Et dans le cas contraire, je dois, selon l'état de la menace, m'enfermer et prévenir les gardes marins, qui seront les plus rapides à arriver. Normalement, je dois aussi nourrir les animaux que je n'ai d'ailleurs toujours pas vus. Je dois éviter la zone d'embarcation située à l'arrière, mais tout de même vérifier le ponton. Bah tiens, ça va être pratique ça. Comment je vérifie le ponton sans y aller? Bon, je verrai sur le moment. Je vais commencer par le premier étage. Waouh, l'escalier est gigantesque, comme le reste. C'est un double escalier comme dans les films. Il est franchement austère et il y a beaucoup trop de portraits à mon goût. Vous savez, ces portraits qui vous donnent l'impression de vous suivre du regard. Eh bien, c'est exactement ça. Ils me foutent la chair de poule. Alors, la première pièce, c'est la biblio... Oh putain, il y a quelqu'un dans la bibliothèque. Oh merde. J'ai l'impression que c'est un vieux monsieur. Au moins, il ne devrait pas être trop dangereux. Monsieur, c'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas rester ici. D'ailleurs, comment vous êtes arrivé? Eh oh! Il répond pas. Je sais pas trop ce que je dois faire. C'est vraiment un bien vieil homme. Il a l'air très maigre. On dirait qu'il n'a que la peau sur les os. On dirait presque un mort. Sa peau est tellement pâle et légèrement marbrée de bleu. Ses yeux sont terriblement enfoncés dans leurs orbites et son nez est long et crochu, ce qui en rajoute à son côté lugubre. Il ne dit pas un mot, il ne bouge pas. Il vient de lever un bras vers moi, en ouvrant la bouche, mais il ne dit toujours rien. Putain, il me fout la chair de poule. Bon, monsieur, s'il vous plaît, vous commencez à me faire peur. Allez, je sors, vous me suivez? Non, mais où est-ce qu'il est? Je comprends pas, il est plus là. Il n'y a pas d'autre sortie. Oh putain, j'aime pas ça. Bon, je vais ignorer ça. Allez, hop, on fait comme si c'était rien passé. Voilà, allez, ça ira. De toute façon, il est déjà l'heure de pointer. Et je dois alors encore passer à la salle de bain. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette putain de baraque? C'est pas possible. Il y en a partout. Bon, là, faut que j'appelle la police. Ah non, les gardes. Bon, je vais appeler. Allô? S'il vous plaît, c'est Méridith, la gardienne sur l'île. J'ai besoin de vous. Très bien. Calmez-vous, s'il vous plaît. Expliquez-moi ce qu'il se passe. Je faisais ma première ronde et je suis arrivée dans la salle de bain et il y avait du sang partout, vraiment partout, c'est horrible. Il y a du sol au plafond, il y a du sang. Je vous jure, il y a quelqu'un on dirait qu'il y a quelqu'un qui a été égorgé. Ok, respirez. Êtes-vous vraiment sûr de ce que vous avez vu? Quand même, oui, je pense. Pour le moment, il est impossible de prendre un bateau ou même un hélicoptère. La tempête est trop proche et ce serait trop risqué. Retournez voir s'il vous plaît, je reste en ligne. Ok. Je comprends pas. Non mais je comprends pas, je vois plus rien. Pourtant je suis sûre de moi,
Écoutez, seul sur l'île, avec la tempête qui approche, votre premier jour, vous êtes peut-être fatigué, ça peut arriver. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de trouver un lieu où vous enfermer en cas de besoin. Mais croyez-moi, il y a beaucoup plus de possibilités pour que vous soyez seul sur cette île. Ok, très bien, merci. Oh, super, je me suis ridiculisée, je comprends rien. Oh, je comprends rien. Bon, je vais aller à la salle informatique. Oh, c'est dément, ils ont carrément une salle de gaming remplie de PC et de consoles. Waouh! Oh, c'est dommage, aucun est connecté. Putain, faire un jeu, ça m'aurait bien changé de cette salle de bain. Bon, je rejette un coup d'œil. Ah non, il n'y a plus de sang dans la salle de bain, donc je comprends rien. Bon, alors, il n'y a pas de courant dans la salle de gaming. Mais c'est quoi encore ce bazar? J'aime pas du tout ça. Ouais, il y a une console qui est en marche, mais... Je vais essayer d'allumer le PC. Non, là, ça marche pas. Non, celui-là, il s'allume. Bon, j'ai réussi de mettre le courant. Mais c'est quoi ce délire? Bon, il n'y a personne. On va dire que c'est en sécurité. J'en ai ras-le-bol, j'en ai assez. Je vais aller prendre un peu l'air. L'ambiance de cette baraque, j'en peux plus. Où est-ce qu'est l'interrupteur pour l'éclairage extérieur? Voilà. Oh, waouh, c'est super beau de nuit avec les petits lampadaires. Bon, évidemment, il n'y en a qu'un sur deux qui fonctionne, mais ça fait déjà son petit effet. Je vais aller vérifier le ponton de loin et voir si je... Ah, le labyrinthe est éclairé. Ce serait sympa. Oh, la pluie est pas si forte. Si je fais vite, ça devrait le faire. Bon, je trouverai peut-être ce fichu enclos d'animaux en chemin. Je les entends et je les vois pas. Ça commence vraiment à être agaçant. Oh, génial, le labyrinthe est en partie éclairé. Hé, toi! Mais attends! Putain, je viens de voir un gosse. Il vient d'entrer dans le labyrinthe. Mais comment il est arrivé là, lui aussi? Putain, c'est pas possible. Mais il est inconscient, il va prendre froid. Mais il va se perdre. Bah, tout comme moi, d'ailleurs. C'est lugubre. Mais où est-ce qu'il est allé? Encore ces bruits d'animaux, faut vraiment que je les trouve. Bon, alors, faut que je fasse un choix. Ah, le gosse, il est là. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Le gosse, il est transparent. Oh bon sang, dehors, c'est pas mieux que dedans. Et en plus, il pleut. Je vais finir ce tour et basta, j'en ai ras-le-bol. Bon, les animaux, c'est définitivement une erreur. J'ai tourné en rond pour rien. Cette maison est une maison de dingue qui essaye de me rendre folle. Je vais aller me faire un thé, je suis trempée. Oh, qu'est-ce que c'est encore? J'en ai assez, j'en ai marre. En tout cas, j'ai bien compris qu'ici, je ne dois pas me fier à ce que j'entends, ni même à ce que je vois. Bon allez, je vais quand même aller jeter un coup d'œil par conscience professionnelle, disons-le comme ça. Mais c'est tout. Alors... Oh, j'aurais même pas dû. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici, dans cette demeure de malheur? Alors, dans la salle de musique, voyons ça. Assise devant le piano, il y a une jeune fille, vêtue d'une longue chemise de nuit, rose pâle, couverte de sang et la tête à moitié tranchée. À ses pieds, 2 animaux, un chien avec les entrailles sorties et un autre difficilement identifiable et étrangement couvert de verre. Une scène d'horreur complétée par un petit garçon aux mains couvertes de sang et qui rit aux éclats. Je n'ai aucune envie de rester ici pendant 2 mois. En même temps, je pourrais en profiter pour établir quelques règles, pour celle ou celui qui suivra, ou pour quiconque qui serait amené à devoir passer du temps ici. En tout cas, je n'oublierai pas de préciser que si on ne veut pas passer pour une imbécile auprès des forces de l'ordre, il ne faut pas prêter attention au vieux monsieur creepy de la bibliothèque, et de manière générale, être vraiment sûr et certain qu'il y a une réelle menace
avant de prévenir qui que ce soit. Ici, rien de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend n'est réellement là. En tout cas, j'espère. Je n'arrive plus à dormir. Je suis épuisée. Si je n'arrive plus à fermer l'œil, c'est parce que je ne me sens plus en sécurité chez moi, dans ma jolie maison que j'aimais tant. Je vis seule dans une petite maison mitoyenne d'un quartier tranquille du centre-ville, idéalement situé à seulement 10 minutes à pied de mon travail. J'ai une cour ombragée à l'arrière. Elle n'est pas très grande, mais c'est suffisant pour faire des grillades et permettre à Chichi, mon chat, de prendre l'air. J'ai l'habitude, tous les soirs, de me faire une boisson chaude et de m'endormir en regardant une série avec Chichi sur moi. À cause de ça, j'ai cette fâcheuse tendance à me relever vers 2 heures du matin pour aller aux toilettes, celles de ma salle de bain, qui sont les plus proches. Vendredi soir, comme souvent, je me prépare ma boisson et je m'installe avec mon PC dans mon lit. Mais j'ai mangé salé et finalement je me relève pour me faire une seconde boisson avant de me réinstaller confortablement et m'endors. Vers 2 heures du mat, comme d'hab, je me réveille et pousse Chichi, qui ronchonne un peu, miaule et finalement se décale pour bouder. Je me lève sans allumer et fais mes quelques pas pour aller aux toilettes, puis me recouche. Un peu plus tard, je me réveille à nouveau et maudis intérieurement la seconde tasse que j'ai bue, car j'ai pas du tout envie de quitter le lit. Il fait trop froid. J'en trouve un œil pour regarder l'heure sur le téléphone. Il est 3h32. J'en conclus que je peux tenir. J'ai déjà fait pipi il n'y a même pas 2 heures. Mais je ne sens pas Chichi. Alors, sans trop sortir ma tête de sous la couette, je la cherche rapidement du regard dans la pénombre. Et là, je crois voir une silhouette vers la salle de bain. Mais sans vraiment y prêter attention, n'étant pas à ça et surtout en suqué, sur l'instant, je me dis que c'est un tas de fringues sur une chaise. Je referme les yeux et tant pis pour Chichi. Puis, toujours les yeux fermés, cette forme me reste à l'esprit. Je commence à réfléchir. Quand je suis allée aux toilettes, il n'y avait aucune chaise. Je commence à m'inquiéter. Et je me demande, et si je psychote? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lève? Est-ce que je regarde? Est-ce que j'allume la lumière? Et plus je réfléchis, plus j'angoisse, glissant de plus en plus vers la peur irrationnelle. Donc je décide que ça suffit. Je ne suis plus une enfant, je dois ouvrir les yeux et regarder. Mais c'est pas si facile. Je suis sûre d'avoir vu une silhouette. Et si c'est pas une chaise, c'est que c'est forcément quelqu'un. Je continue de réfléchir. J'essaie d'élaborer un plan d'action et finis par ouvrir les yeux. Et oui, il y a bien un homme debout devant la salle de bain. Je suis stupéfaite. Je vais pour me lever, mais non. Je veux attraper mon téléphone, mais non. Ces secondes de paralysie me semblent interminables. Je reste immobile dans mon lit. Il me regarde dans le noir. Est-ce qu'il voit que j'ai les yeux ouverts? Il ne bouge pas. Il est grand et corpulent. Il semble assez jeune, peut-être dans la vingtaine, mais je n'arrive pas bien à distinguer son visage, et il ne bouge toujours pas. Il reste juste là à me regarder, et ça me terrifie. J'arrive enfin à faire quelque chose. Je me redresse comme un i assis sur mon lit. Et je veux crier de toutes mes forces pour lui dire de foutre le camp. Mais c'est un petit son étouffé qui sort de ma bouche. Et il continue de me fixer sans rien dire. Il fait un pas vers moi. Et là, enfin, j'arrive à crier et à lui dire de partir et que j'appelle la police. Là, il bouge enfin et sa réaction me terrorise encore plus. Il fonce littéralement vers moi, approche sa tête et son visage si près du mien que je vois les veines injectées de sang de ses yeux
malgré la pénombre. Il reste ainsi plusieurs secondes et attrape mon téléphone. Je me dis que ma vie est finie, que ce n'est pas possible. Des larmes commencent à couler sur mes joues. Et là, il me prend en photo avec mon téléphone, puis le repose à côté de moi. Ensuite, il va tranquillement s'asseoir dans mon canapé. Je suis complètement incrédule. Je me lève d'un bond et ferme la porte de ma chambre à clé. J'appelle aussitôt la police et leur explique la situation. L'opérateur reste avec moi en ligne et d'un coup, un grand bruit. L'homme fracasse la porte de ma chambre avec une hache. Mais d'où il sortait cette hache? Je n'en savais rien du tout. J'étais complètement tétanisée. Quand il eut fait un trou assez grand, il a jeté sa hache à travers et puis il a entendu les sirènes de police. Il m'a regardé, il a fait demi-tour, s'est assis sur le fauteuil. J'ai cru qu'il allait attendre la police là, je ne comprenais absolument rien. Puis il s'est levé et il est parti. Les policiers sont arrivés, ils ont fouillé la maison, fouillé le jardin et ils ne l'ont jamais retrouvé. Il avait juste laissé une mèche de mes cheveux qu'il avait apparemment coupée à côté d'une bougie sur la table basse de mon salon. Et c'est tout. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'arrive pas à fermer l'œil. Je ne sais plus comment retrouver le sommeil. Je ne sais pas ce qu'il me voulait. Je ne sais pas, il peut revenir à n'importe quel moment. Voilà, vous me comprenez maintenant. Aujourd'hui, je débute mon journal audio. On est le 28 mai et rien ne va. Pour commencer, plus une thune. Depuis quoi? Déjà le 20, je crois que j'ai commencé à être à découvert. La voiture est foutue et évidemment, je peux pas la réparer. Et j'ai encore grossi, ça me fait chier. Pourtant, je mange pas énormément, mais c'est cette malbouffe. Dès que t'as pas les moyens, tu te retrouves obligé à acheter tout ce qu'il y a de moins cher. Et là, faut pas regarder la composition. Hein. Du sucre, du sel, du gras dans tout. Du sucre dans le jambon. Et les produits de base sont tellement appauvris qu'une heure après manger, j'ai à nouveau faim. Mais je me retiens. De toute façon, si je pouvais me permettre de remanger, je pourrais aussi m'acheter des légumes qui ont du goût et des valeurs nutritives. Bon allez, j'arrête de râler pour aujourd'hui. Donc si je fais ce journal, c'est pour plusieurs raisons. J'ai besoin de dédramatiser. Et j'ai envie d'aller de l'avant, de voir des progrès. Quand j'étais ado, j'avais fait un journal, ça avait pas trop mal marché. Bon, c'était pas un journal vocal, hein. Mon frère me piquait toujours mes cassettes audio. Mais j'avais pris l'ordi des parents. Et j'avoue que aujourd'hui, je trouve ça bien pratique, ce système de dictaphone. C'est beaucoup plus rapide que de taper sur le clavier. Et beaucoup plus fluide pour, se confier. Ah, quand je dis ça, ça me fait bizarre. Je me confie à mon PC. Bof. Bref, maintenant, je fais mon journal comme ça. Et à demain. J'espère que ce sera mieux qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est mercredi 29 mai. La journée était encore bof. David, le patron, était de mauvaise humeur. Donc c'est nous, les employés, qui avons fait les frais. Sans compter que, comme d'habitude, on nous a collé un intérimaire à peine formé, qui pouvait pas suivre le rythme. Et donc non seulement on a dû en faire plus, mais évidemment, on a quand même perdu du temps et résultat, plus d'1h30 de retard. Et le magasin était fermé quand je suis rentrée. Pas de course. Frigo à 3/4 vide. J'en ai ras-le-bol. Je me retrouve encore en train de ronchonner. Alors voyons, il y a bien un truc positif. Ah oui, Chacha n'a pas fait de bêtises aujourd'hui, elle a laissé les rideaux tranquilles. Et j'ai la vidéo de Mikiti qui est parue. Vu qu'on est mercredi, il devrait aussi avoir celle de True Crime. Si la connexion déconne pas trop, je vais aller manger des pâtes devant l'ordi. Et demain, je demande une augmentation. J'en ai marre d'être fatiguée et de quand même mal manger, malgré toutes les heures que je fais. Jeudi 30 mai. J'ai demandé mon augmentation, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Au moins, c'est pas un non. Je suis quand même déçue, j'ai plus rien, plus aucune possibilité de faire les courses, découvert au max. Bon allez, dans 2 mois, j'aurai fini de payer le lave-linge, ce sera un petit peu plus facile. Ce sera mes seules paroles pour aujourd'hui, je suis trop déçue et dégoûtée. On verra demain. Vendredi 31 mai. Enfin une bonne nouvelle. J'ai eu une augmentation.
Bon, c'est pas l'augmentation du siècle, mais je devrais arriver à finir les mois et en prime, j'aurai plus aucun frais de transport. À côté de ça, j'ai décidé de me faire un petit potager pour pouvoir manger sainement. Et je sais que ça commence un peu à virer à l'obsession, mais j'en ai tellement marre de la malbouffe. C'est vraiment du n'importe quoi et personne ne réagit. Les industriels ont tous les droits. Du dentifrice toxique, des pâtisseries bourrées de sel, quand ce ne sont pas les ingrédients eux-mêmes qui sont douteux. Et même chez les marques, c'est triste. Et puis tous ces rappels conso. Moi qui suis si gourmande à la base. Samedi 1er juin. Aujourd'hui, j'ai trouvé une pâtisserie incroyable. J'en reviens toujours pas. Franchement, qui n'a jamais rêvé de manger un gâteau qui ne ferait pas grossir? Alors, quand la nouvelle pâtisserie a ouvert, au coin de la rue en plus, j'en revenais pas. Déjà rien que la vitrine, ça faisait trop envie. Alors quand j'ai vu noter des gâteaux particuliers auxquels vous ne pourrez pas résister et desquels vous ne pourrez plus vous passer, ça m'a fait sourire. C'était plutôt bateau comme accroche, alors que le visuel des gâteaux, lui, était vraiment original et attirant. Il était également marqué « Les seuls gâteaux au monde qui ne vous feront jamais grossir ». Il n'en fallait pas plus pour me convaincre de fêter mon augmentation avec un bon gâteau. Et c'est ce que j'ai fait. Je vais le goûter. Oh la vache, c'est une tuerie, c'est trop bon! Oh putain, j'ai eu raison, j'ai jamais mangé un gâteau aussi délicieux. Ah, génial. Bon, ben au moins, c'est sur cette note positive que je vais aller me coucher. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et je me suis dit que, le dimanche, c'est un bon jour pour un gâteau. Celui d'hier était si bon que j'ai voulu en goûter un autre. Un vrai nuage sucré et doux. J'espère qu'ils ne font réellement pas grossir, parce que, pour ce qui est de ne pas y résister, ils disaient vrai. En tout cas, il fait un temps magnifique, alors une petite balade pour finir ce week-end agréable qui change un peu, avant la reprise de demain. Mardi 4 juin. Hier, je t'ai boudé, j'étais trop crevée. Je suis rentrée à 20h. Encore un intérim dans l'équipe. Et le pire, c'est qu'on nous l'a recollé aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin perdu du poids. Et j'ai repris un gâteau. Encore une vraie tuerie. Bordel, je sais pas comment il s'y prend ce pâtissier, mais il est méga doué. Je crois que je suis en train de devenir addict à ses douceurs. Mais vu que c'est bon pour mon moral, qu'apparemment ma ligne ne s'en plaint pas, si ça rentre dans mon nouveau budget, pourquoi est-ce que je m'en priverais? Mercredi. Ce que je vais dire va peut-être me sembler bizarre plus tard, ou pas. Mais je me demande si je ne devrais pas augmenter le nombre de pâtisseries que je mange. Après tout, dans le commerce ou ailleurs, pour avoir de la nourriture saine, c'est un parcours du combattant. Si je veux réellement bien manger, j'ai quoi comme choix? Manger du vrai bio, trouver de bons élevages, un endroit avec une terre qui n'est pas polluée en profondeur quand c'est pas dans l'air ou dans l'eau, un gros budget pour une bonne nourriture, beaucoup de temps pour tout préparer. Bof. Ce serait plus simple de me faire plaisir avec ces délicieuses pâtisseries faites par un professionnel qui, de toute évidence, maîtrise parfaitement son art. Je vais me coucher avec cette idée. La nuit porte conseil. Vendredi. J'ai passé la journée d'hier à m'interroger sur la nourriture et à penser aux pâtisseries. Car hier, j'ai encore fini tard et quand je suis arrivée, il ne restait plus rien. Mais j'ai faim, il m'en faut une. En plus, j'ai perdu 10 kilos et sans rien faire de particulier. Juste les pâtisseries. C'est incroyable. J'ai trouvé la seule pâtisserie au monde qui vend des gâteaux qui font maigrir. Demain, j'y retourne. Samedi, j'ai pris absolument toutes les variétés de gâteaux disponibles. Je peux en congeler facilement. Et de toute façon, j'avais pas le choix. Il fallait que je puisse tous les goûter. Chaque jour, je pourrais en manger une. Rien que cette pensée m'apaise. En plus, j'ai encore perdu 4 kilos. C'est un peu comme si plus je mange de gâteaux, plus je perds du poids. C'est pour ça que je vais quand même essayer de me limiter à 2 voire 3 par jour. On est lundi, c'est la catastrophe. Je comprends pas. La pâtisserie, elle y est plus. Je veux dire, c'est comme si elle n'avait jamais été là. Il n'y a plus rien. C'est con, mais ça m'angoisse énormément. Heureusement que j'ai fait un stock de gâteaux. Mais c'est comme si le fait que la pâtisserie ait disparu, ça ait décuplé mon besoin de manger ces gâteaux si spéciaux. J'en ai mangé 4, rien que ce matin. Et encore 2 dans l'après-midi.
et j'ai perdu 12 kilos. Je pèse plus que 40 kilos, mais j'arrive pas à m'arrêter. Il me reste encore une quinzaine de ces délicieuses douceurs sucrées. Il y a des tartelettes, des entremets. Allez bon, juste une autre pour ce soir et ensuite je vais au lit. Mardi, je crois que ce sont mes derniers mots. Je suis à bout de force. J'ai encore perdu du poids et je peux pas m'empêcher de manger ces foutus gâteaux. Allez, juste une dernière bouchée. Bienvenue dans son cabinet. Vous avez besoin de soins. Vous cherchez une oreille pour vous écouter. Vous avez besoin d'aide. Vous êtes envahi chaque nuit par d'horribles cauchemars. Des pensées noires viennent vous troubler. Des pensées parasites vous donnent des envies de tuer votre prochain. Vous cherchez quelqu'un pour vous écouter, vous aider avec tout ça. Il y a le docteur Margaret Thompson. Elle a ses méthodes bien à elle et franchement, elle arrive chaque fois au résultat qu'elle espère. À chaque tentative de sa part, c'est une réussite. Quand elle attend un résultat, elle l'obtient. C'est une psychiatre comme il en existe peu. En fait, elle est sûrement unique en son genre. Je vous invite donc à découvrir l'incroyable histoire du docteur Margaret Thompson, psychiatre de son état. Comme vous l'aurez compris, Margaret n'était pas un médecin ordinaire. Elle avait sa propre approche de la discipline. Pour Margaret, il était capital pour l'être humain de savoir s'écouter, approfondir son être intérieur pour pouvoir être complet. Les entraves dues à la société ne doivent pas être des obstacles à l'approfondissement de soi. Chacun doit agir pour être maître de sa vie. Ces thérapies étaient parfois un peu, disons, abruptes. Voici un premier extrait des enregistrements qu'elle faisait à chacune de ses séances. Celui-ci est en rapport avec la thérapie des cauchemars. Donc pour aujourd'hui, j'ai repensé au dernier rêve que vous m'avez décrit et je me suis demandé si vous aviez remarqué un point commun dans ces rêves. Je suis certaine que vous devriez approfondir ce point de votre vie. Laissez votre être s'exprimer. Ne pas refouler vos pulsions, car cela ne fait que vous détruire petit à petit. Au début, ce n'était que quelques pensées parasites qui vous ont conduit à consulter, puis elles sont devenues de plus en plus présentes, jusqu'à être omniprésentes, toujours dans un coin de votre esprit. Nous sommes d'accord? Et maintenant, elles envahissent vos nuits. Ne pensez-vous pas que le moment d'agir est plus qu'arrivé? Avez-vous vraiment envie de finir acculé par une lutte intérieure? Voilà, je pense que cela en dit pas mal sur sa façon de procéder. Mais je pense que vous ne savez pas encore à quel point c'était une psy particulière. Avant d'entrer concrètement dans le vif du sujet, je vais vous raconter une anecdote sur un des patients venus consulter à cause de pulsions violentes qui envahissaient son esprit. Ce patient, que nous appellerons Tom, a expliqué à Margaret que depuis plusieurs semaines, il avait de sortes de pulsions violentes, qu'il avait dans la tête sans arrêt des images où il se voyait éviscérer des animaux, qu'il faisait d'atroces cauchemars, l'empêchant de dormir, et ça, par contre, depuis déjà quelques mois. Voici une de leurs conversations. Tom, ne penses-tu pas que ces images doivent sortir de ton esprit? Oui, mais je n'y arrive pas. Elles sont constamment dans ma tête, jour et nuit. As-tu fait les exercices que je t'ai conseillés? J'ai essayé, ça marche pas, j'ai dessiné mes rêves, j'ai fait de la sculpture, j'ai écrit, j'ai vraiment tout essayé, mais rien ne fonctionne, j'en peux plus. Mais rien fonctionne, j'en peux plus, j'en ai vraiment marre. Et qu'est-ce que tu en conclus? Je sais plus, il faut que ça s'arrête, vraiment. Docteur, aidez-moi, j'en peux plus, je veux juste dormir. Ne crois-tu pas que cela signifie qu'il n'y a plus qu'une seule et unique solution afin de pouvoir à nouveau retrouver ce sommeil tant espéré et si mérité? Que tu dois commencer à agir et à prendre enfin les choses en main, être en accord avec toi-même pour ne plus être tiraillé.
Je te laisse réfléchir à ça. Vous avez un aperçu de ses méthodes. Et quelques jours après, Tom est revenu au cabinet. Bonjour Tom, comment te sens-tu aujourd'hui? As-tu réussi à dormir? Bonjour, docteur Margaret. Eh bien, oui. C'est très bien. Et comment t'y es-tu pris? J'ai Vas-y, je t'écoute. fait ce que vous m'avez conseillé. Oui, très bien. Tu peux m'en dire plus? Bien, j'ai tué et éviscéré le stupide chien de ma voisine. Ce rouquin insupportable qui passait son temps à aboyer de jour comme de nuit. Je lui ai sorti ses entrailles et lui ai fait une belle muselière. Et j'ai enregistré tous ses aboiements et cris d'agonie. Et depuis, Yolanda, la maîtresse de ce stupide rouquet, s'est encore plus lâchée sur la picole. La nuit, je balance à plein tube l'enregistrement audio des cris de son kleps. Mon ivrogne de voisine sort bourrée dans la rue. Elle titube et cherche partout en pleurant. Avec un peu de chance, elle finira en HP. À moi, le calme et la tranquillité. Eh bien, apparemment, le monde ne s'en portera que mieux. Voilà la façon de faire du docteur Margaret Thompson pour aider ses patients. Il y a donc à en dire. Elle a aidé ainsi de nombreuses personnes, et en particulier une certaine Yolanda. Cette patiente était une grande habituée des thérapies avec des psys, mais la plupart n'avaient pas la même approche que Margaret. Ces psys ne faisaient que cadenasser son être. Les voix dans la tête de Yolanda ne devaient pas s'exprimer. Les aboiements de Mirza, son chihuahua mort, n'étaient qu'hallucinations auditives. Les regards moqueurs de son voisin n'étaient qu'une invention paranoïaque. Tout ça, c'était dans sa tête, incomprise. Yolanda voulait être entendue par une psy qui a des méthodes bien à elle, Margaret. Voici les extraits des entretiens. Yolanda, ne penses-tu pas que les voix dans ta tête ont droit au chapitre? Je ne sais pas. Vous pensez? Elle me conseille des vilaines choses, pourtant. Des choses comme « Tu as vu comme il te regarde? Tue-le » ou « Il se moque de toi, il te ment, arrache ses lèvres et fourre-les dans son nez ». Les psys me disent que ce ne sont pas des choses à faire. Que représente ce « il » ? Tom, Qui est Tom? mon voisin, j'entends les aboiements de Mirza la nuit. Ça vient de chez lui, de chez ce Tom. Je sais que je bois un tout petit peu. Je sais que je suis schizo, un tout petit peu. Mais je reconnais l'aboiement de Mirza, mon chien. Et je suis sûre qu'ils viennent de chez Tom. Je n'endors plus la nuit. J'écris une histoire où Tom se fait gaver avec de la pâtée pour chien jusqu'à vomir. Et électrocuter avec un collier pour chien jusqu'à crever. Mais ça n'est qu'une histoire. Et j'entends toujours Mirza aboyer la nuit. Et qu'est-ce que tu en conclus? Je ne sais pas. Je veux juste ne plus l'entendre. Il est mort. Ne crois-tu pas que tu ne pourras jamais museler tes voix internes? Ne penses-tu pas que tu devrais laisser ton moi intérieur enfin s'exprimer? N'estimes-tu pas que ce « il » mérite quelque chose? Je te laisse réfléchir à ça. Voilà de nouveau un aperçu du mode opératoire de Margaret. Et une semaine après, Yolanda est revenue dans le cabinet. Bonjour Yolanda, comment te sens-tu aujourd'hui? Entends-tu toujours les aboiements de ton chien? Non, je ne l'entends plus. Il est mort. Qui représente ce « il » ? Tom, Ton voisin? Et comment t'y es-tu prise? vous connaissez la chanson « Avez-vous vu Mirza ?» Je l'ai passée en boucle pendant 1 heure. Une vraie torture auditive. Avant, j'ai balancé un seau d'eau savonneuse sur la terrasse. Celle de Tom. J'ai attendu. Il était minuit, l'heure du crime. J'étais bien planquée au fond de son jardin. Il a fini par sortir, glisser et s'éclater la tête sur le sol. J'aurais pu le laisser crever là et partir. L'essentiel était que je trouve un moyen de ne plus entendre les aboiements que Tom m'imposait. J'ai pincé son nez et versé une conserve de pâté pour chien. Il faut qu'il soit en bonne santé. J'ai donc choisi une boîte de conserve de 5 kilos qualité premium. Il n'a pas jappé de plaisir. Il n'a pas remué la queue.
Vous savez, quand j'ai adopté Mirza, j'ai acheté un collier anti-aboiement. Un dispositif barbare qui envoie des décharges électriques quand le chien aboie. Jamais je n'aurais utilisé ça sur ma Mirza. J'ai donc inauguré mon achat sur Tom. Son corps convulsé au rythme de ses cris. C'était inoubliable. Il est mort. Je vais enfin pouvoir dormir. Eh bien, apparemment, le monde ne s'en portera que mieux. Voilà donc un aperçu de la thérapie de Margaret, une psychiatre reconnue, aux méthodes peu conventionnelles mais diablement efficaces. Alors, si vous avez besoin de soins, si vous cherchez une oreille pour vous écouter, si vous avez besoin d'aide, vous savez qui consulter. Le Capoquier, projet immobilier Kimou, premier audio. Alors, suite à l'histoire rocambolesque de la généalogie de la famille et à l'héritage de mon arrière-grand-mère surprise, je vais partir pour la Thaïlande et voir dans quel état est cet hôtel qui m'a été légué, et si oui ou non il y a beaucoup de rénovations à faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, je compte bien rentabiliser cet héritage, normalement le plus bel hôtel du coin. Nous sommes donc le premier jour du projet. Il est 5 heures du matin et mon avion décolle dans 3 heures. Je reprendrai l'enregistrement à l'arrivée. Voilà, je suis enfin arrivée et j'apprends qu'il va falloir encore un bon moment avant d'arriver à l'hôtel, qui apparemment est dans une zone assez reculée et plutôt sauvage et naturelle. Le paysage est assez exceptionnel. J'espère que ça vaudra le coup vu le temps qu'il faut pour y aller, sans compter l'état de la route. C'est plus une piste qu'une véritable route. J'espère que ce ne sera pas un frein en cas de travaux. Qu'est-ce que ça bouge? Je reprends l'audio une fois sur place. Et voilà, je suis arrivée et... que dire? C'est la déception complète. L'hôtel est abandonné, apparemment fermé, depuis des années avant le décès de mon arrière-grand-mère. Donc vous imaginez depuis quand? Quel dommage. Enfin, tout n'est peut-être pas perdu. J'essaierai d'en savoir un peu plus après. Je vais déjà voir si je peux faire le tour. Ça a l'air plutôt grand. Voyons voir le potentiel. Bon, je vais essayer d'évaluer un petit peu les travaux. Voyons ce qui nous attend. Alors, premier constat, énormément de plantes, d'arbres qu'il faudra dégager. Deuxième constat, je pense que le potentiel est incroyable. La jungle aux alentours est magnifique. Il y a de superbes vues. Je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à en tirer. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait des travaux en cours qui avaient été entamés, des problèmes de rénovation à faire, et que apparemment ça a été arrêté à cause de villageois. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va raser une grande partie de ce qui est déjà en place et tout reconstruire. Pour le moment, je rentre à l'hôtel, je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. Et je reprends tout ça demain à tête reposée. Deuxième jour du projet. Il est 10 heures du matin et j'en ai appris un petit peu plus sur l'hôtel. Il y a eu apparemment quelques soucis avec les villageois aux alentours. Un arbre posait problème. Ce serait à cause de superstitions locales. En tout cas, moi, ce ne seront sûrement pas ces sottises qui vont m'empêcher d'avancer. Je lance les travaux. Projet immobilier Kimou, jour 3. Les travaux ont enfin débuté. Tout l'avant de l'hôtel a été dégagé et déblayé. Apparemment, ce qui poserait le plus gros problème, c'est à l'arrière. Aux côtés de la zone piscine, au niveau d'un espace central, il y aurait un arbre qui gênerait la construction, mais auquel les ouvriers ne souhaiteraient pas toucher. Je retourne sur place pour voir de quoi il en retourne. Bon, voilà, c'est juste un arbre, un capot apparemment, auquel ils ne veulent surtout pas toucher, parce qu'il y aurait des histoires de fantômes associés. Ça suffit, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de trouver une autre équipe d'ouvriers pour pouvoir faire abattre cet arbre.
Jour 4, 6 heures du matin. Je viens de me réveiller et j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte de ma chambre d'hôtel. Je bois un thé et je la lis. Elle est bouleversante. Voici son contenu. Il y a très longtemps, un jeune et riche marchand nommé No est tombé amoureux d'une jeune inconnue qui cherchait une âme qui la comprenne. Il croyait être cette âme. Ils se retrouvèrent durant tout un mois. Une nuit, elle accepta de le conduire jusqu'à sa maison, une petite cabane délabrée et couverte de plantes grimpantes. Il passa la tête à l'intérieur et découvrit un cercueil peint en rouge avec un ruban de soie au nom de Nikan. Il prit peur et s'enfuit, mais elle lui barra le chemin lui disant « N'avons-nous pas fait le vœu de mourir d'amour ensemble? Ne me laisse pas seule ici. » No réussit à s'enfuir et apprit par la suite qu'une fille du nom de Niké, âgée de 20 ans, était morte 6 mois plus tôt. À partir de ce jour-là, No tomba malade, disparut une nuit et fut retrouvé mort embrassant le cercueil de Niké. Les deux amants furent enterrés ensemble et chaque nuit, le couple revenait hanter les villageois, qui firent donc appel à un prêtre taoïste avec une cérémonie plantant un capoquier pour les accueillir. Voilà, c'est bien joli, mais s'ils pensent que c'est à cause de cette légende ou de cette très jolie histoire que je vais arrêter les travaux, ils se trompent. Il y a des millions d'euros en jeu. Ce n'est pas une très jolie petite légende qui va m'empêcher de couper cet arbre qui gêne la construction et l'avancement des travaux. Donc, je retourne sur le chantier et je m'assure qu'il est bien coupé. Bon, je crois que je n'ai plus qu'à l'abattre moi-même. Aucun ouvrier ne veut le faire. C'est pas vraiment un souci, étant donné que ce n'est pas la première fois que j'utiliserai ce genre de machine. Allez, c'est parti. On va le dégager et pouvoir passer à la suite. Donc voilà, on y va. Oh, c'est pas si facile. On y est presque. Quand je pense que j'aurais dû faire ça moi-même. Bon, maintenant vous finissez. Moi, je retourne à l'hôtel et je reviens demain pour voir comment ça s'est passé et où est-ce que vous en êtes. Jour 5. J'ai passé une nuit atroce. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai entendu des drôles de sons toute la nuit. J'ai été entre le sommeil et l'éveil toute la nuit. Je suis épuisée. J'espère au moins que les travaux ont bien avancé. Je commence à en avoir un petit peu assez et je commence également à avoir le mal du pays. Je pense que, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'avancée des travaux pour aujourd'hui, je vais peut-être prendre une petite journée touristique et aller voir 2 ou 3 lieux qu'on m'a conseillés. Alors, je suis de retour à l'hôtel. Les travaux avaient avancé, mais de nombreux ouvriers se sont plaints de soi-disant bruits, de choses, d'apparitions, encore leurs superstitions. Moi, par contre, j'ai eu une drôle d'après-midi. J'ai voulu profiter, on m'avait conseillé un joli temple, mais j'étais prise de malaise. Je n'ai même pas pu le visiter. À peine j'avais posé un pied sur les marches du temple que j'ai commencé à avoir des nausées. Je me suis dit que ça allait passer si je rentrais, que ça devait être un petit coup de soleil, et qu'en me mettant à l'ombre du temple, ça irait mieux. Mais à peine j'ai franchi le temple que j'ai vomi. On m'a mis dehors. Je me suis excusée, mais je ne me suis pas sentie bien du tout. Je comprends absolument pas. Je vais essayer de me reposer et je reprends demain. Jour 6. J'ai dû avoir une intoxication alimentaire, c'est pas possible. J'ai passé une nuit atroce. J'ai eu des sueurs froides toute la nuit. J'ai cru voir des ombres, j'ai cru entendre des voix. À force d'entendre leurs superstitions, ça commence sûrement à me toucher. Mais je vais pas me laisser faire. Je vais me reprendre et me concentrer sur la fin des travaux. 10e jour du projet. J'ai dû laisser l'audio de côté quelque temps. J'étais vraiment pas en forme. Mais ce soir, c'est l'inauguration. Le projet touche à son but. Mais j'ai vraiment passé 3 jours ultra bizarres. J'ai essayé de me concentrer et de faire comme si de rien n'était. Le projet est mené à terme. L'inauguration devrait bien se passer. Par contre,
J'ai perdu environ 5 kilos. J'arrive absolument pas à manger. Hier, dans mon repas, au milieu des nouilles, j'ai cru voir des vers. Je vois des choses qui ne devraient pas être là. Je sais même plus si elles sont là ou pas, si c'est réel ou pas. J'ai beaucoup de solutions qui s'offrent à moi. J'ai parlé avec une vieille dame dans un village ce matin très tôt et elle m'a dit qu'on m'avait pourtant prévenu. C'est vrai, on m'avait prévenu. Je commence à me dire que j'aurais jamais dû toucher à cet arbre et que je n'aurais pas dû l'abattre. Ça en valait pas la peine. Je commence à avoir de plus en plus peur. Ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. J'arrive plus du tout à fermer l'œil. Ce soir, je vais me rendre dans un temple. Je vais essayer de faire une cérémonie. Je n'ai pas que j'ai peur, mais enfin, je suis terrifiée. Je suis vraiment terrifiée. 12e jour. J'ai cru un instant que la cérémonie avait fonctionné. Tout le lendemain, plus rien. Aucune vision, aucun bruit. J'ai pu manger, j'avais l'impression que je reprenais des forces, que je revivais. Mais cette nuit, ils sont partout. Il y a des hommes partout autour de moi dans la chambre. J'entends de drôles de sons comme des cris, j'entends des pleurs de bébé et une voix qui m'appelle. Je ne sais plus quoi faire, j'ai vraiment peur. Je veux pas mourir. Je sais pas ce qu'ils me veulent. Plutôt, je crois avoir compris qu'ils veulent que je les suive. Mais moi, je veux pas les suivre. Je veux rester là. Le camp de remise à zéro. Salut les amis, cette fois je vais vous amener avec moi au séminaire, que j'appelle personnellement le camp de remise à zéro. Un séminaire que j'organise pour l'entreprise Lévidrac. Une entreprise qui a pour seule morale les bénéfices et absolument aucune limite. Vous voyez les entreprises qui camouflent le travail des enfants? À côté, eux, ce sont des anges. Celles qui trempent dans les affaires d'empoisonnement? Rien. Trafic d'êtres humains? Toujours pas. Ici, nous sommes face à l'entreprise qui est, en quelque sorte, à la tête de ces entreprises véreuses. Tout simplement car d'une part, bien plus puissante, car s'immisçant dans plusieurs domaines, et d'autre part, sans retenue. Aucune morale ne vient entraver la progression et le développement de l'entreprise. Chacun de ses plus importants salariés, c'est-à-dire tous les cadres de l'entreprise, sont corrompus et soumis aux valeurs de l'entreprise. Ils n'hésitent jamais à sacrifier une ou plusieurs personnes si besoin, que ce soit des adultes ou des enfants, une ou des milliers de personnes, peu importe, tant que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Je pense que je vais bien m'amuser. Mes chers amis et collègues, bienvenue. Vous m'avez choisi et je vous en remercie pour organiser ce séminaire de 5 jours offert par notre belle entreprise Lévidrac. Et ce, dans le but d'amener l'entreprise encore plus loin et de diffuser partout la culture de Lévidrac. Après ce séjour, je sais que d'ici 1 an, nous aurons atteint le sommet. Nous serons incontournables. Et d'ici 2 ans, nous serons littéralement partout. Je vous fais confiance pour ça. Je vous ai préparé un séjour incroyable qui ne vous laissera pas indifférent et qui, je l'espère, vous marquera à jamais. Voici ce que l'équipe va devoir accomplir pendant ces 5 jours. Nous allons nous surpasser aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Nous allons faire le circuit complet d'Acrobranche, le parcours de l'ours, de la pêche, et il faudra bien un moment plus calme, n'est-ce pas? Une grande randonnée avec une nuit hors du camp en pleine forêt. Le lendemain, retour au camp pour un dernier parcours avec la grande tyrolienne avant de rentrer chez nous. Nous pouvons être fiers de notre réussite jusqu'à présent et nous pourrons être encore plus fiers par la suite, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse vous installer et prendre vos marques. Rassemblement à la cabane dans 1 heure. Nous sommes ici au cœur de notre massif et nous allons commencer par le circuit Acrobranche. Pour le terminer, il faut compter 2 heures en moyenne. Vous devez faire la partie 1 individuellement
et la seconde en binôme. Allez, tirez un prénom dans le chapeau avant de vous équiper pour partir à 2 et n'oubliez pas de prendre de l'eau. Voilà, ils sont tous partis. J'ai entendu des conversations impossibles à entendre ailleurs, car généralement, les personnes ordinaires ne se demandent pas si sacrifier un village sera ou non rentable. Nous voilà installés pour la nuit. Je vous conseille de vous coucher tôt. Demain, réveil à l'aube et départ pour le parcours de l'ours, et vous me retrouverez juste après pour la pêche, dont le résultat constituera l'essentiel de notre repas. Voilà, j'ai quelques heures devant moi pour préparer la pêche, et je dois vous avouer que je prends sur moi. Je viens d'avoir une autre conversation, et c'était vraiment... Elle portait sur l'utilité de manger de la cervelle humaine, et de pouvoir se défouler sur certaines personnes. Voilà à quoi j'ai droit. Oh, ils reviennent déjà. Vous voilà, installez-vous. Prenez des cannes à pêche, vous avez maximum 3 heures pour nous pêcher suffisamment de poissons pour le repas. Oh, mais magnifique! Merveilleux, prenez tous place et bon appétit. Profitons-en pour discuter tous ensemble. Je vous ai préparé une petite présentation. Vous les reconnaissez, oui, non? Alors, personne? Bon, alors je crois qu'aucun d'entre vous ne considère ses enfants, hein, ni leurs parents d'ailleurs. S'ils sont assez cons pour nous donner leur fric pour empoisonner à petit feu leur famille, c'est leur problème, on est d'accord. Et puis toutes ces familles malades et leurs enfants déformés n'avaient qu'à faire un peu plus attention quand ils bossaient dans nos usines et nos champs, hein. C'est ça, c'est pas bien grave. D'ailleurs, ils serviront peut-être autrement, n'est-ce pas? Si je vous dis que ce que vous mangez est en fait une espèce en voie d'extinction. Non, désolé, je plaisante. Mais par contre, le repas que vous venez de manger aura tout de même quelques conséquences inattendues. Enfin, surtout pour vous. Car pour moi, la surprise sera un peu gâchée. Je sais que j'aurais pu attendre le dernier soir, mais franchement, qui pourrait m'en vouloir? Vous êtes tous tellement imbuvables, imbus de vous-même. Aucune conversation réelle n'est possible avec vous. Vous avez un orgueil tellement démesuré qu'il vous empêche de voir votre propre connerie. Et je profiterai bien mieux du cadre sans vous. Et vos odeurs insupportables de parfums et de cosmétiques à outrance. J'ai craqué. Et je vous ai concocté une belle surprise. Mais ne me regardez pas comme ça. J'ai gardé un peu de suspense pour moi aussi. Ah oui, il faut quand même que je me fasse plaisir. Donc, je vous ai divisé en 3. Je m'explique. Le premier groupe d'entre vous va très rapidement sentir des étourdissements, des palpitations, sueur froide, et hop, fini, arrêt cardiaque. Le second groupe va probablement souffrir un peu plus, avec quelques heures de douleur insupportable. Certains risquent de s'arracher les yeux ou de subir les affres du dernier groupe. Je pense que ce troisième groupe sera certainement le plus divertissant, en raison des fortes hallucinations qu'il va subir. Le genre bad trip puissance 10, qui se finit en beauté. Enfin, on va voir ça très bientôt. Oh, ça y est, ne paniquez pas, c'est totalement inutile. Aucun de vous ne s'en sortira. Vous êtes tous foutus. Et en plus, quand vous paniquez, ça m'agace. Allez, je m'impatiente, je veux savoir qui va y passer le premier. Le premier est... Oh, Frédéric! Bon, quel dommage, moi qui espérais que tu souffrirais autant que cette pauvre famille en janvier dernier. Josie, Luc, Paul... Ah non, désolé, je crois que tu fais partie du troisième groupe, ce qui me convient parfaitement. Avec un peu de chance, tu vas t'en prendre à Will et lui bouffer les yeux.
Ah, voilà la phase 2. Oh, doucement, mes oreilles. Waouh, quel spectacle. Bon, bah, c'est pas que je sois tendue là, mais bon. En fait, je me suis déjà lassée. Et puis, vous hurlez trop fort. Allez, à jamais. J'ai sûrement d'autres victimes à trouver.